Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue dans ce live très exceptionnel, dans ce live Sony Alpha Webcast très exceptionnel, puisque comme vous voyez, on n'est pas au studio aujourd'hui, on est en pleine nature. Et en fait, on est en compagnie de Michael Peralta. Bonjour Michael. Bonjour. Alors Michael, en fait, c'est une belle histoire qui a commencé au mois de mars dernier dans un workshop Sony. Tout à fait, ouais. Parce que tu es photographe de nature, mais tu es aussi photographe de mariage. Tout à fait, j'ai les deux activités. Voilà, et donc tu t'étais joint au workshop qu'on avait fait avec nos ambassadeurs Béatrice et Jérémy des QWERTY à Lyon au mois de mars dernier. Et puis du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis parallèlement, donc toi, tu as une grosse activité aussi sur Instagram dans le domaine de la photo de paysage. Tout à fait, voilà. Donc je fais énormément de photos de paysages. Donc du coup, comme on peut le voir, en pleine nature. Et voilà, c'est l'idée du jour. Vous voyez qu'on n'est pas tout seul. En fait, on est sur ce qu'on appelle un Insta Live. Ouais. Non, un Insta Meet, pardon. Mais en live. Mais un Insta Meet en live, là, en l'occurrence. Un Insta Live. Donc, c'est quoi un Insta Meet? Alors, le principe de l'Insta Meet, c'est de pouvoir rassembler des personnes qui sont passionnées, comme nous, de photos, de vidéos, et en montagne. Ouais. Et donc, nous, moi et Vincent, on organise l'événement. Ce que tu dis toi et Vincent, c'est parce que toi et Vincent, c'est ton ami avec qui vous avez fondé un groupe. D'accord, qui s'appelle The French Outdoors. The French Outdoors, voilà. Donc si vous voulez voir un petit peu l'esprit de The French Outdoors, vous avez un site internet bien sûr, vous avez aussi un compte Insta. Tout à fait, on a un compte Instagram, donc c'est The French Outdoors, tout simplement. Ok, et donc l'idée c'était au départ quoi, cette rencontre avec... En fait, ça a débuté, on était toute une communauté d'Instagrammeurs à discuter sur des discussions parallèles de photos, de randonnées. Et un jour, il m'est venu l'idée de vouloir organiser ça et de casser cette barrière du virtuel pour passer au réel et rencontrer un peu tous ces Instagrammeurs. Ouais. Donc c'est parti tout bêtement d'une discussion avec un ami en demandant si on pouvait se rejoindre dans les Pyrénées. Et de là, dans la discussion sur notre groupe où on était une trentaine, et tout le monde a voulu se joindre à cet événement-là, à cette randonnée-là. Et donc du coup, on a lancé The French Outdoor pour avoir le statut d'association. Et avoir un cadre pour pouvoir organiser ces rassemblements. Tout à fait, ouais, parce qu'en montagne, il y a beaucoup de réglementations à avoir. On ne peut pas partir comme ça avec 20 personnes à l'aventure. Enfin, il y a quelques règles à respecter. Donc, du coup, on a créé un statut, une association de French Outdoor pour pouvoir rassembler tout le monde dans de bonnes conditions. Et donc là, ça fait combien d'Insta Meet que tu organises? Donc là, on est au 4e Insta Meet. Alors pour ceux qui nous ont suivis, en plus il y avait une place à gagner, puisqu'on a fait un concours pour faire gagner une place à nos auditeurs et à ceux qui nous suivent sur Insta aussi et qui te suivent. Et donc on a fait gagner un photographe qui s'appelle Sébastien Vincent et qui est avec nous aujourd'hui. On l'invitera peut-être à venir dire un mot tout à l'heure. Il est en train de planter sa tente là actuellement. Voilà. Donc une fois qu'il a fini de planter sa tente, il pourra peut-être venir nous dire un petit mot sur l'image qu'il a présentée. Parlons un peu de ton travail. Oui. Donc du coup, toi, ton domaine de prédilection, c'est quand même la photo de nature. Tout à fait. Voilà. Et c'est en France, à l'étranger, c'est quoi l'idée? Partout dans le monde, là où les paysages m'emmènent en fait. Tout simplement, ça dépend des voyages, des envies. On va dire que mon univers est quand même un peu plus axé sur les pays nordiques. Ouais. J'aime beaucoup les ambiances, comme on va pouvoir avoir ce soir. Alors là, on n'a pas dit exactement où on est. Il faudrait quand même qu'on en parle. On est où précisément? C'est toi qui as choisi le lieu? Ouais, je choisis le lieu en fonction des envies. Là, voilà, le confinement oblige. Moi, je suis des Pyrénées-Orientales, de Perpignan. Et donc, tout bêtement, lors du confinement, on avait la réglementation des 100 km et je suis venu me balader un peu plus dans ma région, chose que je faisais malheureusement pas plus. Et donc là, j'ai décidé, après une balade au printemps ici, d'organiser cet événement au pic du Carlit, en fait, et plus précisément au lac des Bouillouzes. Donc, on va faire une boucle sur 3 jours, tout autour du lac des Bouillouzes et du Carlit, du pic du Carlit. Et donc là, on voit par exemple sur cette slide, on voit une image qui a été faite ici. Hein. C'est celle où on te voit de dos, c'est ça? Celle où je suis de dos, donc l'image en bas à droite, c'est au pied du Carlit en fait. Le Carlit est dans mon dos là. D'accord. Et donc ça va être une randonnée plutôt engagée, c'est facile? Non, quand j'organise les événements comme ça, je fais en sorte que tout le monde puisse venir participer parce que le but c'est pas d'organiser des randonnées de grands montagnards, c'est que tout le monde puisse venir s'amuser avec nous.
Donc, du coup, là, ça sera pour les 3 jours une randonnée vraiment très accessible. Et donc, comment on fait pour être informé un peu de ton actualité et justement des prochains Instamit? Tout simplement, suivre la page The French Outdoor sur Instagram. Là, en général, 2-3 mois avant chaque événement, on partage en story et un post la prochaine aventure. Et on demande aux gens, du coup, de s'inscrire parce qu'on a une communauté de quasiment 9000 abonnés et c'est vraiment des passionnés. Donc, ça va très, très vite. Là, pour un événement comme celui-ci, donc il y aura 15 participants. En quelques heures, il n'y avait plus de place. D'accord, donc il faut vraiment vous abonner et puis suivre de près le compte pour être sûr de ne pas louper le prochain événement. Et je peux vous dire que ça vaut le coup. En plus, on a été gâtés, on a reçu des petits cadeaux. Parce que tu as des bons partenaires apparemment. Ça, ouais. Tout à fait. Voilà, et Sony cette année a voulu s'associer aussi, puisque ça a été ta proposition après cette rencontre au workshop de mariage. Tu es revenu vers moi au mois d'août en disant ce que vous avez fait sur le workshop de mariage, est-ce qu'on peut imaginer de le faire sur un événement outdoor. Et puis nous, ça nous a beaucoup plu, donc c'est pour ça qu'on est venu avec Marie-Pierre, qui s'occupe de la technique sur ce live. Bonjour à tous. Et donc voilà, c'était l'idée de se rassembler pour faire de la photo. Donc évidemment, tout le monde a été équipé de boîtiers d'optique Sony pour pouvoir faire des images avec des boîtiers et des optiques que les gens voulaient essayer. C'est ça aussi l'idée, c'est de donner l'occasion aux photographes qui participent aux Instamit de mettre les mains sur de nouvelles optiques, de nouveaux boîtiers. On a avec nous l'Alpha 7C, on a avec nous l'Alpha 7S Mark III, donc je pense qu'on va bien jouer. Ouais, je pense qu'ils sont très très contents de la part. J'ai pu échanger quelques mots avec les participants, justement en venant sur le lieu de bivouac de ce soir ici. Ils étaient vraiment très très ravis. Super. On peut reparler un petit peu de ton travail. Du coup, tu parlais de tes destinations. Tu aimais beaucoup les destinations comme l'Islande, comme les pays nordiques. Oui, tout à fait. Une préférence pour la Norvège également aussi. Et qu'est-ce qui te porte vers ces territoires plus que d'autres? C'est les ambiances qu'on peut y trouver. J'aime bien. Alors, c'est vrai que quand je voyage dans ces pays-là, j'évite d'y aller en période entre guillemets estivale. C'est plus des périodes où les touristes n'ont pas forcément envie d'y aller. Donc, on va dire novembre, décembre. Février, mars, limite avril. Comme ça, je suis sûr d'avoir un temps très chargé au niveau de la météo, peut-être beaucoup de pluie, beaucoup de nuages, ce qui me permet de pouvoir créer des ambiances très agréables. Quelques gros moustiques qui volent autour de nous. Je vais d'ailleurs leur demander d'arrêter les moustiques. Martin, fais stopper les moustiques, s'il te plaît. Voilà. J'espère que ça ne perturbe pas le son. Mais c'est vrai que tout le monde a envie de jouer. Les jouets sont très vite sortis des sacs. Et donc là, à peine les tentes posées, les boîtiers sont dehors. Et tout le monde est venu avec évidemment ses jouets préférés. Donc c'est parti. Donc là, voilà. Parti pour 3 jours, c'est sur 3 jours. C'est ça. En fait, nous, notre association, The French Outdoor, a vraiment pour but de rassembler des passionnés de photos. Donc c'est pas, pour moi, ça n'a rien d'étonnant qu'en 3 minutes, les toiles de tente sont montées. Ils ont tous posé un peu ça comme ça, et tous les boîtiers et tous les petits joujoux sont sortis pour en profiter. Surtout que là, on a une ambiance qui est juste parfaite pour nous. On est très au calme. Et très au calme. Et au bord de l'eau. Voilà. Au pied des montagnes. Donc c'est vraiment la météo est pas exceptionnelle, mais ça fait partie du décor. Oui, elle n'est pas exceptionnelle pour nous. En photo, elle le sera. Parce que c'est toujours mieux d'avoir un ciel avec des nuages, c'est ça? Tout à fait. Pour avoir de la matière, de la structure dans les images, c'est ça que tu recherches. Créer une ambiance, C'est pour ça que tu aimes bien les pays du Nord? Voilà, pour revenir à mes voyages dans les pays du Nord, c'est exactement pour ça. Pour pouvoir créer des images. On va revoir quelques-uns de tes reportages. Donc là, c'était tes débuts. Oregon, c'est 2017, donc les États-Unis, une destination un petit peu mythique. Oui, voilà, j'ai eu la chance, avec Rémi, là qu'on voit présent sur la photo, de partir 15 jours en Oregon. Alors, j'aime les voyages, on va dire entre guillemets un peu route. Donc, on a décidé de louer un gros 4x4 américain, ce qui se fait là-bas couramment. Et on a décidé de prendre nos valises et de partir 15 jours se balader en Oregon. Lui vit à Los Angeles. Donc, du coup, c'était très simple pour moi d'y aller. On a pris la voiture et on a vécu 15 jours dans la voiture. D'accord. À faire le tour de l'Oregon. On a commencé par les montagnes et on est redescendu par la côte ouest. Super. Et donc, c'était tes débuts en photo, ça remonte à ça ou la photo, c'était avant? Alors, la photo, j'ai toujours eu un attrait pour la photo. J'ai un petit peu, on va dire, avant ça, j'ai un petit peu bricolé en photo.
Mais si je dois résumer réellement et objectivement mon travail photo, j'aime le commencer de ce voyage-là. D'accord, donc on voit que tu commences avec un Alpha 7 Mark II, un 35-1.4 quand même. Ouais, alors c'était les anciennes montures, j'étais encore avec la bague. Donc tu l'utilisais parce qu'avant tu avais un réflexe Sony. Je n'ai pas eu le réflexe Sony, mais je voulais on le verra peut-être ou je ne sais pas, mais je voulais commencer avec un 35, un 85, un 4. Et à l'époque, il y avait, je ne pense pas qu'il y avait les montures. Ils n'étaient pas encore dans la gamme. Non, ils n'étaient pas encore dans la gamme. Donc du coup, j'étais parti sur la gamme A pour avoir ces optiques-là. Et alors, j'en profite que tu parles des optiques A pour vous dire, je ne sais pas si vous l'avez vu passer dans l'actualité des produits Sony, mais on vient de lancer une nouvelle bague d'adaptation, la bague LAEA5, qui permet de recycler encore sur le plus long terme les optiques A sur des boîtiers à monture E. Et la bague LAEA5, elle a l'avantage d'être compatible vraiment avec toutes les vraiment 95% des anciennes optiques Sony, y compris celles qui n'avaient pas de moteur interne. Donc ça, c'est une bague qui va vous permettre, si vous vous posez là encore la question de passer d'un réflexe Sony Alpha à un boîtier Alpha hybride, avec cette bague, vous allez pouvoir le faire de manière très facile. Donc petite info au passage, et coucou à Sarah, si elle nous regarde, qui est la chef produit des optiques chez nous et qui s'occupe de cet accessoire. Donc, tu nous parlais de l'Islande, on y vient. Donc voilà, il y avait quelques photos. Quelques photos, ça c'est l'Islande. Ça, c'est l'Islande. C'est un voyage un peu plus tard, en 2018, un an après. Où là, pareil, je suis parti seul, je suis parti 10 jours. Et toujours même principe, pour un souci de praticité, j'ai dormi dans la voiture pendant 10 jours. Ça me permet en fait, c'est un réel but, c'est déjà économique, hein, voilà, et aussi pouvoir être le plus tôt et le plus tard, ou plus tard et le plus tôt sur les spots en fait photo. Déjà, comment tu les trouves les spots? C'est quoi parce que quand on part sur des destinations lointaines comme ça, on n'a pas la connaissance du terrain. Non. Comment toi tu fais pour savoir à quel endroit on peut faire des belles images? Je pense que le moment de recherche des spots doit être plus long que le temps passé sur place. Je me prends 2-3 mois en avance minimum, et durant toute cette période-là, je regarde. Alors ça va forcément depuis Instagram, sur Google Maps également, pour localiser vraiment les tracés, les routes. Voilà, c'est plein de recherches à droite, à gauche, des renseignements. Voilà, c'est un travail de fourmi en fait. Tu vas chercher ça où? Il y a des ressources qui peuvent être intéressantes à consulter pour trouver ces spots photos. Est-ce qu'il y a des sites sur lesquels les gens partagent un petit peu leurs astuces, leur site de prise de vue? Il y en a très peu. C'est assez délicat de trouver des sites avec des emplacements précis. C'est pour ça que du coup, via Instagram, on a toute une base de données en tapant une ville, une localité. Et ensuite, avec un petit peu de recherche à côté, on arrive à retracer très facilement l'endroit. Et là, en Islande, pour le coup, c'est des spots qui sont relativement accessibles et qui commencent à être connus au jour d'aujourd'hui. Donc, on les retrouve très, très facilement. Alors, je pose des questions, moi, à Mickaël, mais vous pouvez vous aussi poser des questions. Marie-Pierre va nous les adresser s'il y en a. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais beaucoup de réactions. Notamment, bonsoir Fanny, bonsoir Sophie, bonsoir Lucien. Donc ça, ce sont des messages personnels, j'imagine. Non, c'est les réactions dans les commentaires, mais on attend vos questions et on serait ravis de répondre à celles-ci. Voilà. Okay, super. Donc, on voit que tu as commencé avec un Alpha 7 Mark II, en hybride. Ouais. Au départ, le choix de l'hybride, de l'hybride Sony, c'était pourquoi? Le côté pratique, léger, et le côté réflexe de base me plaisait un peu moins. Ouais. Le côté plus gros, plus lourd, et j'aime un peu tout ce qui est technologie. Donc, chez Sony, j'étais un peu les précurseurs de tous ces boîtiers-là. Et j'ai tout misé dessus en fait. Et donc tu es resté. Je suis resté. Depuis quelle année du coup ton premier boîtier Sony? 2016. 2016. Ouais. Donc voilà. Et après ce voyage-là, justement en Islande, là j'ai décidé de passer au Mark III. D'accord. Donc après, sur tous ces voyages-là, il y a eu une évolution aussi de mes objectifs. Parce que par exemple, on l'a pas dit, je l'avais mis, mais quand je suis rentré d'Oregon, le 35-85 me correspondait pas. Donc déjà, ça c'est personnel, mais la bague, l'esprit bague ne me convenait pas. Je voulais des objectifs de monture.
tous mes objectifs sont de monture E, natif Sony. Et donc voilà, ça c'était une première évolution. Ensuite, en rentrant d'Islande, j'ai voulu changer de boîtier. Ouais. Et donc je suis passé au Mark III et j'ai changé aussi quelques objectifs. Chaque voyage me permet un peu soit d'affiner, soit de découvrir d'autres envies en photo. Qu'est-ce que toi tu utilises le plus comme optique, puisqu'on en parle en paysage? Alors, si tu dois partir avec une optique, tu prends laquelle? Alors si tu me poses la question maintenant aujourd'hui, je te dis le 24. Le 24-1.4. J'ai master parce que pour moi c'est alors je me dirige, je fais toujours la photo de paysage, mais j'aime intégrer maintenant un peu plus de côté humain, voilà. Donc du coup, avec cet objectif-là, je trouve vraiment mon bonheur là-dessus. Pour moi, il est top. Donc du coup, le piqué est pas mal. Hein. Ouais. C'est simple. Hein, ça, c'est un voyage que j'ai fait au 24-70. Je l'ai eu. J'ai fait quasiment tout mon voyage au Lofoten avec. C'était fabuleux. Et j'ai fait le voyage. Après, j'ai fait 24-70 et le 24 mm sur mon ordinateur quand je suis sur Lightroom. J'arrive à faire visuellement sans regarder mes exifs. J'arrive à savoir quel objectif à shooter. Voilà, donc il y a quand même une empreinte assez marquée. Et du coup, ça me fait complètement craquer pour l'objectif. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est le 24-70. J'ai commencé donc au 35-85 et au 28, donc que j'ai changé en rentrant d'Oregon. Je suis passé au 16-35 f4, qui était pas mal du tout, mais j'avais envie de pousser un peu plus quand même les choses. Donc je suis passé au 24-70 et là je commençais déjà à évoluer dans ma façon de prendre des photos, chercher un peu moins des paysages très grands angles. Donc je suis sorti un peu du 16-35 pour passer sur 24-70 avec lequel qui est très polyvalent. Et là maintenant on va dire que ma focale, tu vois, pour cet événement-là, j'ai que mon 24-70. J'ai rien pris d'autre. Voilà, donc l'optique que tu emmènerais en priorité, c'est celle-ci. Et alors au niveau de tes presets, on continue de regarder tes images avec ce Road Trip Europe là, qui est beaucoup plus récent du coup. Moi je voulais te poser la question aussi du traitement de tes images. Est-ce que toi tu as des presets, de quoi tu t'inspires pour trouver l'ambiance que tu donnes à tes images? Alors déjà l'ambiance que je veux donner à mes images, je vais déjà la chercher avant mes presets. Je vais la chercher comme on disait tout à l'heure dans les conditions météo. C'est là que mon empreinte va être là, vraiment. Et ensuite, j'ai une base de presets. Actuellement, j'utilise maintenant un preset et que je modifie, que j'adapte, que j'arrange à toutes mes photos. Ouais. D'accord. Donc ça évolue quand même assez régulièrement. Pour moi, c'est une évolution de la photo aussi, quoi. De pouvoir retravailler ces images soi-même et de pouvoir vraiment tout... Enfin, je veux dire, il y a une grosse part de retouche. Quel temps que tu consacres à la retouche sur tes images? Alors, en fait, tout dépend de la facilité que je vais avoir à trouver, adapter mon preset sur la photo. Il y a des fois où j'ai des photos qui vont matcher tout de suite parce que tout colle. Et des fois, je vais peut-être passer 2 heures sur une photo, j'arrive pas à la développer. Et je vais revenir 2, 3, 4 jours après et en 5 minutes, elle sera développée. Donc, je pense que c'est aussi... moi, j'attache beaucoup d'importance à l'émotion dans mes photos et l'émotion qu'on a au moment où on travaille ces photos. J'ai un temps pour tout et les photos, je les travaille sur un moment donné parce que je sais que là, je suis bien pour le faire en fait. Et alors, dans ton choix de photos autant que dans la manière dont tu les traites, est-ce que tu fais appel à des fois à un regard extérieur ou est-ce que tu veux vraiment rester complètement maître de ta créativité? Alors, le regard extérieur se fera sur le choix d'une photo, pas plus sur un ensemble. Si ma photo, comme en général je double, je triple, voire plus mes photos à quelques mètres d'intervalle, là je vais avoir des choix de sélection et j'aime pas du tout ces choix-là. Donc là je vais demander un peu d'aide. Et sinon après sur le développement, je demande une petite confirmation quand même. J'arrive pas à sortir une photo de but en blanc et me dire oh si c'est bon c'est parti. En général je demande quelques petits avis. Alors tes images sont vraiment magnifiques à part leur diffusion sur Instagram qui t'a valu beaucoup de succès. Est-ce que tu en fais également des tirages? Est-ce qu'il y a des expositions? Quelle est la destination que tu réserves à tes images? Alors la destination sur des voyages comme ça, oui, je vends des photos toujours beaucoup à travers Instagram.
Et plus rare. Il y a des gens qui te demandent spontanément sur Instagram des tirages. Oui, bien sûr, ouais. Ça m'arrive. Et sinon, via mon site internet, qui est un peu moins actif. Donc, du coup, voilà. Aujourd'hui, l'essentiel passe quand même par les réseaux. Voilà, moi, mon gros moyen de communication, c'est Instagram. Comment ça a commencé cette aventure Instagram, justement? Avec la photo, en fait. Vraiment en me mettant dans la photo, en voulant partager un maximum et en étant très actif, quoi. Voilà, parce qu'aujourd'hui, tu as quand même une grosse communauté. Ouais. Et c'est le fait, ça a été des heures. En fait, je le conçois réellement comme un travail. Ouais. Pour moi, c'est un moyen de communication. C'est pour ça que j'attache beaucoup d'importance à répondre toujours à tout le monde, tout le temps et assez rapidement. Parce que ça prend du temps, ça. Ça prend du temps. Donc pour moi, voilà, j'ai passé des heures et des heures dessus à développer cette communauté-là et à travailler, quoi. Alors effectivement, on voit que de temps en temps, tu inclus de l'humain dans tes images. C'est pas que du paysage. C'est ça. Et c'est quelque chose dont tu disais que tu essaies de faire de plus en plus. Tout à fait. Et donc, ça veut dire que quand tu fais tes images, tu n'es pas forcément tout seul. Bon, là, on est sur un Instant Meet, donc l'objet, c'est d'être dans le partage. Mais habituellement, quand toi, tu pars faire des photos sur tes inspirations personnelles, tu pars pas forcément seul. C'est ça, tout à fait. Tu vois le voyage que j'ai fait, c'était celui en Islande où je suis parti tout seul. Ouais. Celui-ci, je le referai plus tout seul. J'ai pris énormément de plaisir, je le regrette pas, ça a été fabuleux. Donc là-dessus, aucun souci. Mais ce road trip-là que j'ai fait en Europe, j'ai fait plusieurs pays, j'aurais pu très bien le faire seul aussi, mais ça n'aurait pas eu autant d'impact, je pense. C'est pas ce que je ne souhaitais. Donc on voit là quelques images justement prises avec le 24-1.4. Ouais. Quand tu dois choisir une optique, a priori, qu'est-ce qui déclenche? C'est parce que tu as vu des photos qui ont été faites avec, c'est parce que tu l'as eu en main, c'est parce que tu as envie de cette focale, tu avais envie et tu craques direct? Ouais. J'ai une nature à craquer très facilement. Donc là, voilà, c'était... En fait, non, je craque facilement, mais il y a eu une réflexion quand même en amont, c'est que sur le 24-70, je me suis aperçu, et même en mariage, je me suis aperçu que j'étais tout le temps très souvent au 24. Et le 24 me faisait déjà de l'œil. Donc quand je regardais mes stats photos et que j'étais les 3/4 des photos au 24, je me suis dit, bon, ça confirme le choix. J'hésitais avec le 35, j'hésitais avec le mariage, pour le mariage. Et donc, du coup, j'ai dit non, j'ai eu mes exifs, je suis resté sur le 24. Et alors, justement, sur tes exifs, on voit que tu travailles beaucoup à pleine ouverture. Ouais. Parce qu'on a l'habitude de dire le paysage, c'est généralement, on cherche à fermer un petit peu pour avoir de la profondeur de champ. Tout à fait. En fait, non. Alors non, moi, j'ai pas cette école-là parce que mes premiers voyages en Oregon, par exemple, oui, j'étais tout le temps à plus ou moins ces valeurs-là pour avoir la meilleure qualité possible sur mon objectif, ce qui est donné, ce qui est classique, quoi. Et il y a quelques temps, depuis que je commence à intégrer du paysage ou jouer avec des premiers plans, du coup, la profondeur de champ, s'en ressent. Et moi, je garde du coup la pleine ouverture tout le temps. Voilà, c'est juste une inspiration esthétique comme ça qui va avec, voilà. Qui va avec le... Alors beaucoup pourront me dire oui, mais tu perds en qualité. Mais avec des optiques comme ça, je pense que je perds pas grand chose en qualité, ou alors il faudrait faire des tirages qui soient complètement déments. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je reste tout le temps à 1.4. Et puis je fais beaucoup des photos tard ou tôt. Ouais. Et donc ça justifie la grande ouverture. On a peut-être une question, Marie-Pierre? Alors justement, on avait une question de JB par rapport à ça, mais tu viens d'y répondre. Et on a une deuxième question de Michael Ingouf qui demande si tu as des bons spots pour photographier le ciel en nocturne. Oui, des bons spots, il y en a partout. Faut plus. Est-ce que tu as des préférences? Non, j'ai pas vraiment de préférence. Est-ce que déjà tu photographies du ciel nocturne? Déjà, on en voit peu sur mon compte Instagram, donc c'est pas ce que je fais en priorité en fait. Quand je pars en randonnée, j'essaie d'être le plus léger possible. Et du coup, comme je fais très peu de photos nocturnes, je n'investis pas dans un trépied très léger parce que c'est très cher. Donc, du coup, je fais peu de photos nocturnes. Après, j'aime bien en faire. Là, de tête, il y aurait le lac de Gobes. Pour moi, dans les Hautes-Pyrénées, le lac de Gobes est un spot magnifique pour faire des photos nocturnes.
Ouais, parce que ce qu'on recherche évidemment, je pense, Michael, qui est quelqu'un qui nous suit très fidèlement. Coucou Michael. Je pense que tu devais penser surtout à cet effet de miroir du ciel dans l'eau, qui peut donner des effets magnifiques, effectivement, sur le ciel nocturne, de rechercher ce miroir d'eau. C'est vrai que sur les lacs, ça peut faire des effets tout à fait intéressants. C'est pour ça que j'ai pensé au lac, et si je devais faire plus de photos nocturnes, ça serait des endroits où il y a des plans d'eau, justement. Et alors récemment, tu t'es aussi mis un petit peu à faire de la photo sous l'eau. Oui, tout à fait. Ben, en fait, j'aime pas en parler, mais cette période de confinement m'a fait beaucoup réfléchir et beaucoup penser à ma façon de photographier les choses et les gens. Et de là, j'ai envie de me rapprocher un peu plus de l'humain. Et donc du coup, je suis à Perpignan, donc au bord de l'eau. Et donc du coup, voilà, je me suis dit, c'était peut-être le moment de passer, changer de sa façon de voir les choses encore une fois, et de passer à ce style-là. Voilà. Donc c'est l'équipement que tu as choisi, c'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais, l'équipement Alors donc déjà, pour le caisson, je suis avec un Seafrog, donc qui est un très très bon rapport qualité-prix, qui est vraiment très très bien, vraiment très intuitif. Enfin, pour moi, ça a été très bien. Et après, je photographie ça avec mon Sony, donc la 7 III et toujours le 24. Jamais une petite suée au moment de faire la première plongée, de savoir s'il n'y a pas un filet d'eau qui va s'introduire. Alors non, ce qui est très bien d'ailleurs sur le caisson Seafrog, c'est qu'il y a une petite alarme. S'il y a de l'eau qui rentre sur les bords, elle va passer par un endroit quasiment forcément. Donc du coup, il y a une petite alarme et hop, je sors le caisson tout de suite. Et avant de plonger, je suis au bord de l'eau, je le teste à un petit mètre de profondeur, voir comment ça réagit. Et je fais la première plongée, je la fais vraiment en sécurité en regardant s'il n'y a pas de bulle ou de micro. Non, je ne pourrais pas perdre mon Sony et mon 24. Non, ce serait... J'adore l'amoureux. Et donc, on voit que tu croises quelques belles sirènes sur tes plongées. Voilà. Oui. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment cet univers-là que j'ai envie de retranscrire. Après, ça change complètement de... Alors, on a un engin agricole là qui passe juste devant nous. Ça va peut-être faire un petit peu de bruit. Et la montagne. Voilà, c'est la montagne. Et du coup, oui, ça a été pour moi une réelle évolution en photo parce que déjà, c'est un côté physique parce que je fais tout en apnée. Engagé, ouais. Voilà, donc c'est un côté un peu plus engagé. Il y a le modèle qui travaille énormément parce que du coup, ça n'a plus rien à voir. Et après, au niveau du développement de la photo, c'est toi qui choisis la pose du modèle ou tu photographies plus à l'intuition? Non, je choisis avec le modèle. Pareil, c'est pas évident à diriger un modèle dans l'eau. Le langage des signes est pratique. Donc du coup, je dirige un peu plus le modèle. En amont, on a déjà prévisualisé ensemble des images, un peu une sorte de petit moodboard pour savoir ce qu'on veut, comment on le veut. Et après, dans l'eau, c'est un peu comme sur Terre, c'est un peu au feeling. Hein, on va shooter. Et puis il y a l'instantané, la photo en haut à gauche. C'est une photo. C'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Ouais. C'est une photo, ça qui sort, qui n'était pas prévue. Et quand je fais ma sélection, au final, pour moi, elle match. Donc, du coup, je la sélectionne. Alors, on a une question de Arthur à propos de tes photos sous-marines. Oui. Est-ce que tu utilises l'éclairage naturel ou un flash Non, je suis qu'en éclairage naturel. Ok. Ouais. Comme d'ailleurs sur la Terre, je n'utilise pas de flash. Je joue beaucoup avec les lumières naturelles. Pour moi, c'est aussi quelque chose de très important. À un moment donné, si je ne peux plus photographier parce qu'il n'y a plus de lumière, j'attends ou je reviens le lendemain ou je passe à autre chose. Mais pour moi, c'est plus mon avis personnel, mais pour moi, tout ce qui est flash et accessoires, ça doit rester dans un univers photo studio. Enfin, voilà, c'est ma vision des choses. Moi, voilà, donc c'est qu'en naturel. Très bien. Et alors, quand on est sous l'eau comme ça, on peut avoir envie des fois aussi de faire de la vidéo parce que c'est très chorégraphique aussi la nage. Oui, complètement. Ouais. Donc, est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a déjà pris cette envie de la vidéo? Non, la vidéo, c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'ai jamais mis le pied dans la vidéo parce que pour moi, c'est vraiment un monde distinct de la photo. On est photographe ou vidéaste. L'écriture n'est pas la même. Tout à fait. Donc, du coup, c'est une autre façon de raconter une histoire. Et je ne m'en sens pas capable tout simplement de me lancer dans un monde pour le moment de la vidéo. Donc, je préfère, j'ai encore tellement à apprendre et à évoluer en photo que ça me suffit.
Donc là, c'est une séance que tu as faite. Voilà, tu parles un petit peu de cette réflexion que tu as eue sur ta photographie. Ouais. Tu te mets aussi un petit peu en scène, toi, de temps en temps. C'est toi, là, sur la photo? Non, c'est pas moi, ça c'est Vincent. Donc du coup, mon collaborateur avec sur The French Outdoor. Ouais. Donc du coup, c'est Vincent. On était parti dans les Cévennes faire quelques photos et fin d'après-midi, on a eu un coucher de soleil qui était vraiment exceptionnel. C'était pas prévu, donc c'était fabuleux. Et il avait sa planche de longboard, donc on s'est dit, c'est parti. Et voilà, c'est ce que je disais au tout début, c'est un peu me tourner sur un univers où on reste un peu malgré tout en montagne et pouvoir inclure un peu plus de personnages, de détails. J'aime énormément les photos de détails, comme la photo du milieu, j'en ai plein d'autres. Celle-ci, c'est la plus classique, on va dire, donc je l'ai présentée. Mais voilà, quand je fais de la photo, j'aime beaucoup m'attacher aux petits détails. Et faire des photos qui marchent ensemble, des diptyques ou des triptyques. Tout à fait. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'en me tournant un peu plus sur cette façon de photographier, je vais pouvoir le présenter plus facilement que ce que je pouvais le faire avant, en fait. On voit on voit que tu as des fois des accessoires dans tes photos. Tu as aussi des partenaires qui te suivent sur le long terme par rapport à ton activité de photo. Ouais. Alors j'ai des partenaires, des équipes de sport en fait, de randonnée qui me suivent. J'ai des marques, ouais. Par exemple ici sur cet Instamit, j'ai la marque Vaudet, qui est une marque de vêtements qui font aussi quelques accessoires comme des tentes, des duvets et tout ça, qui est une marque allemande qui est vraiment éco-responsable et avec lequel j'ai énormément de plaisir à travailler parce que pour moi c'est la marque en ce moment qui a la plus belle éthique au niveau de l'écologie. Voilà, donc tu es aussi attentif aux partenaires avec lesquels tu travailles. Exactement. Pour nous, c'est vraiment important. Là où par exemple, Vaudet a pu nous fournir sur cet événement des sacs à dos à tous les participants. Et j'ai eu déjà des retours de certains participants en regardant l'étiquette et la fabrication du sac à dos, de l'étonnement en fait, en me disant mais je pensais vraiment pas que Vaudet avait un tel engagement. Ils ont des labels que beaucoup d'autres grandes marques qui se veulent très éco-responsables n'ont pas. Donc pour moi, c'est la marque un peu en avance sur son temps. Ça va avec l'esprit que toi tu veux mettre dans ton activité photographique. Voilà, ça va avec l'esprit pour moi de la photo, de pouvoir être responsable et si on veut profiter encore dans 20 ans de tout ce milieu-là, c'est peut-être pas trop tard, mais il faut vraiment s'engager et réfléchir à tout ça, quoi. Okay. Donc là, partons à l'aventure. Voilà. Là, aujourd'hui, on est sur un Instamit du coup dans les Pyrénées. Ouais. Est-ce que tu as déjà une petite idée sur de où et quand se déroulera le prochain, à quel moment il faut vraiment être attentif à tes communications pour être sûr de ne pas te louper? J'aimerais vous dire que… Ou alors tu veux réserver la surprise? Non, on va en donner un petit peu sans trop en dévoiler, mais j'aimerais dire à tout le monde, en janvier, plutôt février, de rester vigilant parce que c'est là où on communique et on a déjà des idées avec Vincent sur le prochain événement déjà. Qui sera du coup début du printemps prochain? Pas forcément, non. Non. Même l'hiver, on aime bien la neige. Pouvoir dormir dans la neige, c'est très très agréable. Alors on l'a fait justement en février dernier, et c'était plutôt une belle expérience. C'était où? C'était dans le massif de la Chartreuse. Donc on est parti, là pareil. Vous avez fait des igloos? Ouais. Voilà, et on a dormi comme ça. Alors moi comme je te disais, Marie-Pierre, je suis un grand frileux. Mais au final, bien équipé et bien encadré, ça s'est passé tout seul. Bon, super. Donc, restez attentifs. Abonnez-vous au compte The French Outdoors et aussi à celui de Michael Peralta. Et puis à Sony France, tiens. Voilà. Voilà. Et puis, on vous donnera des nouvelles des prochains Instamit de Michael. En tout cas, on était très contents de partager ce petit moment dans ce coin de verdure idéal pour faire un live. C'était assez exceptionnel. Encore une fois, on repousse à chaque fois un petit peu les limites de la technique. Merci Marie-Pierre pour avoir relevé le défi de ce live depuis le terrain, parce qu'on est sur des zones qui sont relativement moyennement couvertes, on va dire, en haut débit. Donc c'était un petit pari de réaliser ce live en direct de cette belle nature. On espère que vous avez apprécié ce moment et puis on vous dit à très bientôt. La semaine prochaine, on n'aura pas de live comme habituellement le jeudi à 18h parce qu'on sera
en tournée. Donc, vous pourrez nous retrouver, Marie-Pierre et moi, prochainement à Toulouse chez Numérifaute le 6 octobre, à Montpellier chez Images Photo Montpellier le 7 octobre. Donc, restez quand même attentifs à notre actualité et au poste sur ces régions-là où vous pourrez venir nous rencontrer si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Mickaël, pour déjà nous avoir conviés à ce bel événement. Avec plaisir, il n'est pas fini. Hein. Il ne fait que commencer. On s'apprête à une nuit un petit peu fraîche et demain un petit peu d'humidité. Donc, on va tester la résistance des matériels à l'humidité. Mais en tout cas, on se prépare à une très belle marche. Voilà, on vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous surtout. Et puis, bonne soirée à tous.